bienvenue. Bonjour et bienvenue à cette deuxième conférence de la journée. On va parler d'expérience utilisateur. On va parler de comment une bonne expérience utilisateur, très fluide, sans couture et sans mauvais jeu de mots, ça peut amener en fait à des achats ou à des choses qui sont néfastes pour les utilisateurs. Petite présentation rapidement, je suis Iris, je suis une nerd du design ou une design nerd, ça dépend dans quel sens on le prend. Parmi mes passions, il y a effectivement tout ce qui est numérique responsable, éco-conception, inclusivité, accessibilité, respect de la vie privée, protection des utilisateurs et des utilisatrices. Donc effectivement, je me suis dit que j'allais venir vous partager quelques petites choses avec vous. Et tout commence, comme dans un film de Christopher Nolan, par une histoire vraie, qui est vraiment arrivée, où j'ai voulu acheter ça. C'était chouette. C'était un leggings. Il était beau. Je me suis dit, moi aussi, je veux faire du yoga. On est un boule extrêmement magnifique. Donc, je demande qu'est-ce que c'est que ce leggings. Et je me dis, tiens, je vais aller sur le site et je vais regarder qu'est-ce que quoi. J'arrive sur la page d'accueil et je me dis, bon, clairement, je suis pas la cible. Mais je continue parce que je me dis, je veux m'acheter un pantalon. Et à la limite, c'est pas grave que je sois pas la cible, mais du coup, ça m'a permis effectivement de chausser mes lunettes du X et peut-être de moins me faire embarquer dans un parcours un peu tordu. Donc, je clique sur je veux acheter 2 leggings pour 24 €. J'en voulais qu'un, mais bon, tant pis. Et là, il me dit bon, site. Je me dis site, tu te fous un petit peu de moi parce que tu me demandes si je veux un leggings alors que je viens de cliquer sur leggings. Mais je me dis bon, c'est un parcours de décisionnel, ça va me filtrer au fur et à mesure ce que je veux. Je vais arriver à la page de résultats finaux où j'aurai le choix de pouvoir prendre mon leggings. Là, il commence à me demander ma taille de haut. Donc j'hésite entre site, est-ce que tu me prends pour un jambon ou est-ce que... Enfin non. Et là, il me demande ma taille de brassière. Là, je commence vraiment à m'énerver, à me dire pourquoi. Donc là, comme je suis un petit peu obstinée comme personne et que j'aime pas trop qu'on me torde le bras pour m'obliger à faire un truc, je vais en arrière, je reviens, je vais sur l'accueil, je descends, je cherche, je retourne le site dans tous les sens et je retombe toujours sur ce parcours. Donc je vais jusqu'au bout, je clique, et ça me demande de créer un compte. Niveau d'exaspération thermonucléaire, vraiment, là, j'en peux plus. J'ai passé 10 minutes de ma vie, j'ai toujours pas vu de leggings. Et surtout, c'est là où, du coup, ça commence un peu à s'allumer dans ma tête. Et dans la tête de la Data Protection Officer qui est à côté de moi, qui me dit « Mais attends, t'as lâché des données personnelles, là. T'as quand même lâché tes mensurations à un site que tu connais pas. T'as pas vu de produit. » Là, elle aussi, de son côté, ça commence à s'allumer dans tous les sens. Et effectivement, du coup, si je transpose cette pratique-là à la vie réelle, je veux aller chez Decathlon pour m'acheter un leggings et la porte du magasin reste fermée tant que j'ai pas rempli tout ça. En général, je m'énerve. Mais comme on est sur Internet, forcément, je fais un petit peu mon gaffe. Alors pourquoi je vous montre un petit peu cet exemple de site qui est un peu vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire? Parce que j'ai fait ça assez vite, en fait, finalement. Parce que derrière, en fait, il y a un constat. Ces pratiques-là, justement, de captation de mon attention et puis d'embarquement dans un parcours, elles sont préexistantes au numérique. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'aller chez Ikea dans l'objectif d'acheter un truc et de repartir avec la moitié du magasin et toujours pas le truc parce qu'en fait il était en rupture. Je ne sais pas si à Lyon vous avez des magasins normaux. C'est le nom d'une chaîne de magasins. Ok, donc vous connaissez le magasin normal où il est physiquement impossible d'acheter un seul truc et où on se fait tout le magasin. Pour les gens qui ont la chance de ne pas connaître, c'est un magasin qui est tout sinueux où le parcours en fait est fait pour vous exposer à tous les produits du magasin. Vous n'avez pas de choix comme en supermarché, vous tapez vraiment tout le parcours. Et en fait, encore une fois, ça a été pensé par des gens qui cherchent à vous exposer à un maximum de produits, parce que plus on vous expose à des produits, plus vous avez de chances de craquer et de vous dire « Ah oui, c'est vrai, j'avais besoin d'un mini dentifrice, d'un vernis, d'une paire de chaussettes et d'un masque pour le visage. » Ces choses-là, en fait, ça a été pensé par des gens payés pour concevoir les magasins, pour vous exposer à des choses, pour vous amener à un parcours d'achat de manière fluide sans que vous vous en rendiez compte. À titre d'exemple, il y a un psychologue social dans les années 60, donc ça date pas d'hier, cette connaissance, qui s'appelle Bruce Skinner, comme le méchant dans les Tortues Ninja, je pense que c'est pas un hasard, qui s'est amusé en fait à exposer des pigeons et des rats à un levier, et du coup, ils appuyaient sur le levier, il y avait une croquette qui tombait. Ils appuyaient sur le levier, il y avait une croquette qui tombait. Jusque-là, tout va bien. Et après, il s'est dit, et si je rendais la récompense aléatoire? Ils appuient sur le levier, des fois ça tombe pas. Tu sais pas quand, tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment, c'est complètement random. Et là, il s'est rendu compte qu'en fait, les pigeons et les rats revenaient appuyer de manière extrêmement frénétique, beaucoup plus fréquemment et beaucoup plus vraiment rapidement sur le levier dans l'espoir d'avoir une récompense qui tombe.
Ça vous rappelle pas les casinos où vous restez à la machine à sous comme ça? Enfin, je sais pas vous, moi je vais pas dans les casinos, mais où on reste dans la machine à sous. On rationalise le. Alors là, du coup, je joue depuis 45 minutes, la machine est à telle température, du coup, je pense que la prochaine c'est la bonne. Et quand la prochaine c'est pas la bonne, bah du coup, la prochaine c'est vraiment la bonne. Voilà. Et en fait, ça, c'est des comportements qui sont pensés, encore une fois, qui ont été étudiés. Dans les casinos, d'ailleurs, comme chez Ikea, il n'y a pas de lumière naturelle du jour. Comme ça, vous ne vous rendez pas compte en fait, du temps que vous passez sur une machine ou dans un magasin. On vous capte en fait, pour vous enfermer dans une espèce de bulle dans laquelle vous restez captif et vous restez attentif parce qu'il y a toujours des stimuli pour vous ramener. D'ailleurs, je parlais du geste du casino. C'est un geste qu'on retrouve sur nos produits numériques. Quand vous faites ce geste-là de scroller vers le bas ou d'ailleurs de mettre à jour votre fil d'actualité sur Instagram, on retrouve en fait ce comportement assez frénétique finalement de « je veux vérifier ». D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans maintenant, sur Instagram, au bout d'un moment, quand vous scrolliez, ça vous disait « c'est bon, vous êtes à jour dans votre fil d'actualité ». Et donc, vous aviez peut-être vaguement à un moment l'idée de dire « si je vais faire autre chose ». Aujourd'hui, cette petite fonctionnalité n'existe plus. Alors, encore une fois, il y a une raison derrière ça. La raison, c'est qu'on vous demande de rester. Enfin, l'interface veut que vous restiez captif pour vous exposer à de la publicité, puisque le modèle principal des plateformes de réseaux sociaux, c'est la publicité. Donc là, je fais une petite transition du physique au numérique. Des exemples de ce type, on en a plein. Le problème, c'est qu'effectivement, le numérique va démultiplier ce truc-là et va démultiplier l'impact de ce qu'on peut faire. Et c'est le moment où on va tomber dans les fameux dark patterns, ou interfaces trompeuses, interfaces truquées, ou deceptive patterns en anglais. Une interface trompeuse, c'est quelque chose qui a été conçu pour vous amener à faire quelque chose que vous ne seriez pas venu faire en premier lieu. C'est là la différence entre le design persuasif, ou tout simplement le design d'expérience utilisateur, on va dire éthique, qui va vous accompagner dans une décision que vous aviez déjà prise, et le design trompeur, qui va, du coup, vous n'étiez pas venu faire ça, et en fait, vous êtes venu partager des données, vous êtes venu acheter plus. On vous incite, justement, on vous déroute pour que vous preniez la mauvaise décision. Et ça, la CNIL, elle l'encadre. Il y a un grand poster que je vous filerai juste après, qui justement liste un peu les 4 grands objectifs au Dark Patterns. Influencer le consentement. J'ai des exemples juste après, vous allez voir, c'est gratiné. Créer de la friction aux actions de protection des données. Je pense que si je vous parle des bandeaux cookies où il faut décocher 1 milliard de trucs, vous voyez où je vais. Dérouter les individus pour qu'ils prennent la mauvaise décision et inciter au partage de données. Donc effectivement, ces choses-là, c'est analysé par la CNIL, par la Commission européenne. En 2023, la Commission européenne s'était amusée à auditer 400 sites, à peu près. Et sur les 400, il y en avait plus de 40% qui utilisaient au moins 3 dark patterns identifiés, sachant que des dark patterns, il y en a bien plus que 3. Des faux compteurs, plus que 59 minutes et 57 secondes pour prendre cette décision. De la hiérarchie de l'information trompeuse, par exemple une information bien mise en avant justement pour inciter les gens à prendre la mauvaise décision. J'ai un exemple juste après aussi. Et carrément de la dissimulation de prix, des coûts cachés, des frais supplémentaires que vous découvrez juste au moment où vous avez saisi votre numéro de carte bleue quand vous ne faites plus vraiment attention et que vous cliquez sur acheter. Et justement, des exemples, j'en ai plein. Sur un site de commande d'hôtel, là on va avoir plusieurs choses qui vont être à l'œuvre. La première, ça va être le FOMO, le Fear of Missing Out. Plus que pas beaucoup d'établissements disponibles. Il y a plein de choses qui ne vont pas marcher. Attention, vite, commande. C'est augmenté et c'est renforcé par l'effet de rareté. Plus que 3 hébergements disponibles. Donc s'il y a 70% déjà de trucs pas dispo et qu'en plus il n'en reste que 3, en fait, ce que l'interface vous dit là, c'est achète, vite, dépêche-toi, ne compare pas, ne fais pas attention, enfin, juste achète maintenant. C'est évidemment renforcé par l'effet de le petit tag qui vous dit que c'est nouveau. Parce que, encore une fois, c'est un biais cognitif de se dire quand c'est nouveau, c'est forcément mieux que quand c'était pas nouveau. Notre cerveau fonctionne comme ça, hein, c'est bête et méchant. Et des biais cognitifs, on en a toutes et tous. Un biais cognitif, je ne sais pas si ça vous parle, c'est un raccourci de pensée qu'utilise notre cerveau en fait, pour traiter des informations plus vite. Parce que le cerveau étant l'organe qui consomme le plus d'énergie dans le corps humain, il a besoin justement de ces raccourcis de pensée pour économiser de l'énergie et pouvoir continuer à fonctionner au quotidien. On a aussi ici de la validation sociale. S'il y a plein de gens qui disent que c'est bien, c'est forcément mieux.
Je vous parlais des bandeaux de cookies. Je pense que ce bandeau-là, vous le connaissez, vous y êtes habitué maintenant. Vous avez un bouton personnaliser mes choix, un bouton accepter fermer, et puis en haut à droite, vous avez un bouton continuer sans accepter. Ça, celui-là, ça fait un moment qu'on le connaît. Celui-là, il est sale par contre. Cherchez l'erreur. Ah. Alors moi, je me suis fait avoir la première fois sur ce site. J'ai cliqué sur en haut à droite parce que j'étais habituée à ce que le truc pour tout refuser soit en haut à droite. J'ai pas fait attention parce que j'étais un peu pressée d'accéder à ce qu'il y avait en dessous de la page. J'ai cliqué sur accepter et continuer. Ah, c'est pas gentil. Alors encore une fois, ça c'est ce qu'on appelle un dark pattern. C'est effectivement jouer sur vos habitudes cognitives, jouer sur la grammaire du web, ou sur les choses auxquelles vous êtes habitué, pour justement vous inciter à faire quelque chose et à vous induire en erreur. Alors ça, j'en avais discuté avec une spécialiste de la protection des données, qui est passionnée par le RGPD, parce que oui, il y a des gens qui sont passionnés par le règlement général de la protection des données, et qui m'avait dit, bah ça, au regard du RGPD, c'est pas valide. Parce qu'en fait, il y a une notion, mais vraiment archi subtile dans le RGPD, qui s'appelle le consentement, notamment le consentement éclairé. Le consentement éclairé, ce que ça dit, c'est que la personne, quand elle clique sur quelque chose, elle est informée des impacts de sa décision, et donc elle clique en connaissance de cause. Ici, dans la mesure où 90% des utilisateurs et des utilisatrices sont habitués à cliquer sur ce bouton-là pour continuer sans accepter les cookies, le consentement ici n'est pas considéré comme éclairé. Donc, il n'est pas recevable. Donc, vous êtes potentiellement répréhensible si vous continuez de capter les données de navigation des utilisateurs et des utilisatrices. Il y a des recours, en fait, pour ce genre de choses. Il y a des moyens de signaler ces sites-là. Bon, alors là, c'est le site d'une asso, donc il ne faut peut-être pas trop leur taper dessus. Et puis, peut-être que depuis, ils ont corrigé. Mais dans le non-associatif et dans le commercial. Alors là, c'est en même temps une bonne et une mauvaise pratique. Je m'explique. J'ai voulu acheter un article sur un magasin de bricolage et j'avais pas envie de me créer un compte. Et de fait, parmi les bonnes pratiques du web, ne pas forcer les gens à créer un compte, donc leur permettre de continuer à acheter en mode invité, c'est une bonne pratique. Donc ça, c'est chouette. Je dis, bah cool, il y a un truc. Alors, effectivement, les hiérarchies de l'information m'amènent quand même plus à créer un compte qu'à continuer en tant qu'invité. Mais je clique quand même sur « Continuer en tant qu'invité ». Parce que justement, j'apprécie que le site ne m'oblige pas à créer un compte. J'y reviendrai peut-être dans 6 ou 7 ans quand j'aurai besoin d'un autre escabeau. Donc... Et là, je clique. Et que se passe-t-il? Badoum. Les blocs se permutent. Donc, qu'est-ce qui se passe si je ne fais pas attention? Et j'ai dû revenir en arrière parce que je dis alors, mais j'avais pas cliqué sur « Continuer en tant qu'invité ». Pourquoi il me propose de créer un compte gratuitement? Donc j'ai dû revenir en arrière, j'ai fait genre, mais oui, j'ai bien cliqué sur continuer en tant qu'invité, j'ai recliqué, j'ai fait, bah non, je veux pas créer un compte. Et après, comme je faisais pas gaffe, encore une fois, j'étais un peu pressée, j'ai vu que je pouvais continuer en tant qu'invité. Mais ce choix, en fait, de déplacer l'information de la droite à la gauche, alors que j'ai cliqué sur ce bloc qui était à droite, je m'attendais à ce que la suite de mon parcours soit à droite, donc j'aurais pu faire l'erreur et créer un compte. On remarquera qu'on est passé d'une sémantique de créer un compte à créer un compte gratuitement. Depuis quand c'est payant, la création de compte? Les mots ont un sens, on va y venir, parce qu'il y a d'autres exemples de mots qui ont vraiment un impact sur les utilisatrices et les utilisateurs. Bon, j'ai fini par créer un compte invité quand même, mais j'ai quand même fait une capture d'écran pour vous. Dans le genre hiérarchie de l'information trompeuse, information cachée, j'ai voulu prendre une assurance habitation, parce que c'est un peu une obligation légale. J'ai rempli tout le formulaire, ça me posait 4 milliards de questions, ça m'a demandé un échantillon sanguin, etc. Et je suis arrivée à la page où je pouvais choisir mon assurance habitation. Sauf que, il y a une autre option sur cet écran. Où est-elle? Ouais, elle est là. Faut la voir. Ou alors elle était en bas. Moi, c'est ce qui a attiré mon attention, c'est quand j'ai vu 2 puces qui me signalent, encore une fois, dans la grammaire du web, qu'il y a un carrousel ou un autre élément à gauche. Je suis allée voir et j'ai fait « Ah bah oui, effectivement, il y avait une option moins coûteuse qui était cachée ». Et pourquoi je dis qu'elle est cachée? Parce que du coup, j'étais sur mon petit ordi. Donc j'ai commencé à râler, puis je me suis dit « Non, mais c'est peut-être une histoire de résolution d'écran, parce qu'effectivement, on a des tableaux comparatifs de tarifs, c'est peut-être pas facile justement de tout afficher sur un petit écran. » J'ai passé ça sur ma giga télé, pas du tout éco-responsable. C'était quand même sur 2 colonnes, juste les colonnes s'étiraient. J'en déduis que cette assurance habitation cherchait à me faire prendre la formule du milieu plutôt que la formule de base, parce que la formule de base est moins chère. Et encore une fois, c'est un jour où j'étais pas forcément très attentive, où j'étais
mon niveau de motivation était extrêmement bas, mon niveau de saoulance était assez élevé, parce que prendre une assurance habitation, c'est pas vraiment ce que j'aime faire dans la vie. Donc j'aurais pu passer à côté de cette information-là. Dans le genre coût caché, on a aussi un logiciel de design qui n'est pas forcément très gentil avec les utilisatrices et les utilisateurs. Ce logiciel de design, les designers, je ne sais pas s'il y a des designers et des designeuses dans cette salle, vous le connaissez, pour ne pas nommer Figma. Dans ce fichier, il y a un bouton pour partager. Donc partager aux autres personnes pour qu'elles puissent venir regarder le travail, commenter, voir les commentaires, etc., poser des questions. On l'utilise pas mal avec les développeurs aussi, maintenant qu'il y a le dev mode, c'est trop cool, etc. Traditionnellement, derrière un bouton partage, qu'est-ce qu'il y a ? On partage, tout simplement. Partage Google Docs, partage sur Teams, partage sur la suite Office, et ça s'arrête là. Sauf que derrière le bouton partage de Figma, il y a des options. La première, c'est partager juste en viewer. Donc les gens ont juste le droit de regarder ce que vous faites, ils n'ont pas le droit de commenter, ils n'ont rien le droit de faire d'autre. Et ensuite, il y a partager en tant qu'éditeur. Sauf que partager en tant qu'éditeur, ça déclenche une licence payante. Et encore une fois, ça se comprend. À la limite, effectivement, quand vous avez besoin de partager un truc pour que les gens puissent collaborer dans votre fichier, collaborer dans le logiciel, j'ai envie de dire, c'est juste, en fait, de demander à ce que les gens payent une licence. Sauf qu'en fait, à ce moment-là, rien ne vous indique que vous allez payer plus de 140 $ l'année. Et moi, ça m'est arrivé, du coup, j'ai partagé un de mes développeurs, et puis 6 mois après, il m'a dit « Iris, tu m'expliques là le prélèvement ?» Je dis « Non, je n'étais pas au courant. » C'est ce qu'on appelle des coûts cachés. Pour Figma, ce ne serait pas très compliqué d'implémenter ici, quand on clique sur la personne peut éditer, d'ouvrir une petite pop-up en disant « Attention, ça va déclencher une licence Figma Pro, ça coûte tant, regardez le pricing si jamais vous ne voulez pas, enfin voilà, etc. » Donc ce serait possible de ne pas forcer les gens à prendre, enfin de ne pas justement faire prendre aux gens une licence sans même qu'ils ou elles le sachent. Dans le genre, je vous disais que les mots ont un sens. Celui-là, je l'ai trouvé sur un site d'achat de biens culturels. « Oh, votre panier est si vide ! Ouin, ouin !» Et alors, ce truc-là arrive, d'ailleurs, c'est bien, parce qu'on ne voit même pas en fait ce qu'il y a derrière. À chaque fois qu'on clique sur une page produit, tant qu'on n'a pas mis un item dans le panier, j'ai l'impression d'avoir un gamin aux caisses qui me dit « Hey, tu m'achètes la pochette surprise !» Mais on peut acheter ça, et on peut acheter ça. Et encore une fois, c'est ce qu'on appelle du harcèlement, c'est un dark pattern. Pousser les gens comme ça à chaque fois en disant « Hey, votre panier est vide, hey, votre panier est vide !» Je fais « Oui, je suis au courant, je suis grande en fait. Enfin, je sais que j'ai rien mis pour l'instant dans mon panier. Je regarde un petit peu tous les book nook Harry Potter qui sont possibles sur le marché. Et ensuite, quand j'aurai choisi, je prendrai celui qui m'intéresse. » Et encore une fois, ici, les mots ont un sens. C'est pas juste « Votre panier est vide », parce qu'à la limite, pourquoi pas. C'est « Oh, point d'exclamation, surprise !» Votre panier est si vide, il est si triste. On humanise le panier. Enfin, c'est un panier. À un moment, c'est un truc en plastique qu'on traîne partout derrière ça dans un magasin avec les roulettes qui coincent. Faut se calmer un petit peu. Donc encore une fois, ici, on a du dark pattern. Quand une interface essaie de vous culpabiliser, pensez aux newsletters dont vous essayez de vous désabonner, qui vous disent « On est si triste de vous voir partir !» ou de votre salle de sport, quand vous, après 6 mois sans y aller, vous avez enfin décidé de vous désabonner, qui dit « Vous êtes vraiment sûr parce qu'on est triste, hein, puis ce serait bon pour votre santé quand même. » Je dis « Oui, non mais c'est bon, laisse-moi faire mon choix tout seul. » En autonomie. Dans le genre, alors celle-là, c'est pas un coup caché. Je vous laisse découvrir, parce que si je vous le dis, vous n'allez peut-être pas faire... je vous laisse découvrir qu'est-ce qui ne va pas sur cette grande plateforme d'achat de biens, que vous avez peut-être déjà rencontré une fois ou deux dans votre vie. Tout à fait. C'est un abonnement ici. Encore une fois, et cette page, elle est dure à trouver. Le site ne la présente pas systématiquement. D'ailleurs, 90% du temps, vous avez la page classique, j'ajoute au panier et je continue. Ici, on vous dit... Je m'abonne et je reçois l'item tous les 2 mois. Alors, la première fois que ça m'est arrivé, j'ai acheté un rouleau de papier à patron de 25 mètres. Donc, autant vous dire que je n'étais pas hyper enthousiaste à l'idée d'en recevoir 25 tous les 2 mois. Toujours pas fini, d'ailleurs, c'était il y a 2 ans. Et là, du coup, encore une fois, le système vous désoriente. Vous êtes habitué à un fonctionnement de l'interface et le système joue sur vos habitudes cognitives pour vous inciter à vous abonner et à justement renouveler l'achat de peinture pour figurines tous les 2 mois. Alors la conséquence de ça, fondamentalement, parce que là je vous ai montré un petit peu un panorama de tout ce qu'il ne faut pas faire, ou alors je vous ai donné le guide clé en main pour... Enfin, vous choisissez, hein, après c'est votre responsabilité. Le problème, en fait, c'est qu'on achète sans réfléchir,
qu'on accepte des choses sans réellement consentir. Et au-delà du RGPD, c'est vraiment une question à se poser. Est-ce que je suis en train d'accepter un truc ou est-ce que je consens réellement à faire quelque chose? Et derrière, effectivement, on a tout ce qui va être surcharge cognitive, qui va nous amener à prendre des décisions plus rapides, pas forcément éclairées, surcharge émotionnelle, avec des produits qui vont nous culpabiliser pour qu'on fasse certaines choses, et derrière, des comportements compulsifs, de la perte de temps et de la perte d'argent, effectivement, quand on achète des choses qu'on ne voulait pas acheter. Je reprends l'exemple de l'abonnement, effectivement, pour acheter de la peinture pour figurines ou du papier à patron. Et il faut aussi se dire que là, j'ai parlé quand même plusieurs fois de moments où je ne faisais pas attention. Mais à la limite, j'ai envie de dire, moi, ça va. Je ne me suis jamais complètement fait avoir. Mais il y a des publics qui vont être plus vulnérables à ce genre d'interface. Pensez à, je ne sais pas, genre vos grands-parents ou des gens qui sont éloignés du numérique, qui ne connaissent pas toute cette grammaire. Parce que vous êtes peut-être dedans, vous manipulez des sites et des interfaces à longueur de journée. Ou tout simplement, vous êtes dans le biais de « non, mais à moi, ça ne m'arrivera pas, parce que c'est bon, j'ai vu la conf, maintenant je sais ». En fait, il suffit d'une seconde d'inattention, il suffit d'un jour où l'interface change justement alors que vous êtes habitué. Tout le monde peut se faire avoir au moins une fois. Et les personnes qui vont être très jeunes, qui n'ont pas encore découvert le numérique, qui n'ont pas encore découvert la joie du numérique, risquent d'être plus fragiles face à ce genre d'interface. Les personnes qui n'utilisent pas le produit dans leur langue maternelle vont être sensibles parce qu'elles ne vont pas comprendre la portée des mots et l'impact des mots qui leur sont présentés. Donc effectivement, ces choses-là, c'est des choses à prendre en compte et il y a des gens qui vont être plus fragiles face aux interfaces. Mais alors du coup, décortiquons notre fameux site de Leggins, parce que pourquoi je vous ai montré ce site? Premier biais qu'on trouve sur ce site, le biais d'autorité. Le biais d'autorité, qu'est-ce que c'est? C'est la tendance qu'on va avoir à accorder plus de crédit, plus de valeur à quelque chose qui nous est présenté par quelqu'un qu'on considère comme une figure d'autorité. Un médecin, Khloé Kardashian. Alors, encore une fois, je ne suis pas la cible, mais il y a des gens pour qui Khloé Kardashian, c'est quelqu'un de très important. D'ailleurs, pendant tout un moment, ce site-là mettait en avant le fait qu'il avait été cofondé par Kate Hudson, qui est une actrice américaine. Alors, qu'est-ce que Kate Hudson vient faire dans les vêtements de sport? J'ai jamais trop bien compris, mais en tout cas, ça faisait partie des arguments de la marque. C'est pas anodin. Tout le marketing d'influence repose là-dessus. C'est aussi, alors si vous avez comme moi grandi dans les années 90, c'était le vu à la télé. Ça faisait figure d'autorité, le vu à la télé. Alors, pour la petite histoire, chez Normal, maintenant, il y a le vu sur TikTok. J'y suis passée l'autre jour et j'étais en mode non, mais c'est pas possible. Je suis tombée complètement dans un biais classique de non, mais les jeunes, ils se font pas avoir, c'est pas possible, ils sont nés avec le numérique. Et ça marche de ouf. Derrière moi, il y en avait. Ah, c'est trop bien, c'est le TikTok de Bidule. J'étais genre, ah, ça marche encore. Donc, le vu à la télé, il a juste changé de forme, mais il fonctionne encore très très bien dans les magasins en physique. Autre biais qui va se mettre en place. Vous remarquerez que ce petit parcours, au-delà du fait effectivement qu'il nous fait lâcher plus de données que prévu, il a un petit stepper, donc un étapier. Ce composant-là, il n'est pas complètement anodin lui non plus. Il va jouer sur deux éléments, le pied dans la porte et le biais d'unité. Alors qu'est-ce que c'est le pied dans la porte? C'est une technique de marketing, encore une fois, qui va en fait qui part du principe suivant. Il est beaucoup plus difficile pour vous de refuser quelque chose à partir du moment où on vous a déjà conditionné plusieurs fois à dire oui à des petites choses peu coûteuses. Alors moi, c'est un de mes profs de neuromarketing qui m'avait donné la technique pour taxer des clopes dans la rue quand j'étais étudiante et que j'avais pas de thunes. Et il m'avait dit, aborde quelqu'un dans la rue, demande-lui, est-ce que vous avez l'heure? Il va te dire oui, j'ai l'heure, parce que qui n'a pas l'heure? Demande-lui, c'est quoi là-bas, c'est bien l'église machin? Il faut toujours que ce soit une réponse positive, hein, sinon ça ne marche pas. Puis oui, c'est bien l'église machin. Je peux vous emprunter de cigarettes? Ça a l'air idiot comme ça, mais ça fonctionne en fait. La personne a déjà été conditionnée par deux réponses positives, donc elle va être en difficulté cognitive de vous répondre non à la troisième question. Et là, ce site fonctionne de cette manière-là en fait. Si d'entrée de jeu, dès que vous cliquez sur 2 leggings 24 € depuis l'accueil, il vous disait viens créer ton compte, vous serez en mode non. Non, je fais demi-tour, je me casse, je vais faire autre chose. Comme là, en fait, il vous a déjà conditionné progressivement, vous demandant qu'est-ce que vous voulez comme leggings, qu'est-ce que vous voulez comme couleur, qu'est-ce que vous voulez comme longueur de bas, parce que oui, ça va là dans le parcours, je ne vous ai pas tout montré, mais il y a genre genou, mi, enfin voilà, bref. Et ensuite, vous a conditionné petit à petit à vous demander votre taille de haut, votre taille de brassière. Et quand vous en arrivez là, vous avez envie de finir. Et c'est renforcé par le biais d'unité. Le biais d'unité, je pense que s'il y a des gens parmi vous qui jouent à des jeux vidéo, vous saurez de quoi je parle. C'est l'inconfort cognitif qui se place quand la barre d'un passage de niveau, elle est à ça de la fin.
et que vous continuez à jouer jusqu'à ce qu'il y ait le passage de niveau. C'est vraiment un inconfort tant qu'une tâche n'est pas considérée comme terminée. On a besoin que la barre soit à fond et que ce soit fini. Et d'ailleurs, vous remarquerez que là, le stepper, il a disparu. Preuve qu'il n'y avait pas vraiment besoin. Alors, quand j'ai montré ce truc-là à des collègues dans ma boîte chez Octo, ils m'ont dit, bah oui, mais Iris, de toute façon, ces infos-là, tu les aurais lâchées si tu avais acheté... Et au début, j'ai dit oui, après j'ai dit non. J'aurais pas lâché ma taille de haut si j'avais acheté sur ce site. J'aurais lâché ma taille de haut si j'avais acheté un haut, mais j'aurais pas lâché ma taille de haut comme ça. Et ça, c'est en fait, encore une fois, c'est un biais qui se retrouve beaucoup dans le numérique, c'est le biais d'optimisme. C'est une sous-évaluation du risque de ce qu'on est en train de faire. C'est une sous-évaluation de, on lâche des données dans la nature, alors maintenant ça fait 25 ans qu'on lâche des données dans la nature, et on ne se pose pas la question de ce qu'elles deviennent ou de qui va s'en servir, comment elles sont récoltées, qui sont les gens à qui ces données sont revendues. Ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup chez des gens, notamment des gens éloignés du numérique qui ne se rendent pas compte, qui vont se méfier de la sauvegarde de mot de passe dans Firefox, mais qui, à côté de ça, vont donner leur mail, leur numéro de sécu et leur numéro de téléphone et leur nom et leur prénom à n'importe quel site. C'est effectivement un manque de défiance ou une défiance qui est placée au mauvais endroit. Je vous parlais encore une fois de la sémantique, parce que les mots ont un sens. Observez le bouton qui vous dit « Débloquer l'offre ». Repensons à notre stepper de passage de niveau. On a ici une sémantique du jeu, et la sémantique du jeu, elle est pensée pour. D'ailleurs, la première fois que j'ai découvert ce site, c'était pas débloquer l'offre. On était en juste sortie de Covid, début de crise de guerre en Ukraine. Ça parlait d'économiser. On était au tout plus fort du début de l'inflation. Ça disait j'économise. Et après, ils sont passés à la sémantique du jeu. Les mots ont un sens. Et alors, je vous disais que j'étais un petit peu obstinée comme personne. Qu'est-ce que j'ai fait du coup ? J'ai rempli n'importe quoi dans les données et j'ai utilisé un trash mail et j'ai créé un compte. Parce que je voulais savoir ce qui se passait après. Alors là, normalement, il y a une vidéo qui va se lancer. Attention, après tout ce travail, j'ai 14 150 810 82 leggings. J'ai même pas eu le courage de vous charger toute la page tellement j'en avais marre. Et alors, je vous la remets vite fait parce que je voulais juste vous montrer un tout petit détail. Qu'est-ce qu'on a là ? Hop, stop, arrête-toi. On a un compteur. Et alors, du coup, ça date de la première fois où j'ai utilisé le site et je me suis dit, mais quelle offre en fait ? À un moment, j'ai souscrit à aucune offre. Je voulais juste un leggings. Déjà, on m'en demande deux. Et quelle offre ? Je sais pas. Mystère et boule de gomme. Et surtout, qu'est-ce qui va se passer en fait ici ? Quels vont être les réflexes cognitifs ? Encore une fois, il y a deux ressorts qui vont se mettre en place sans vraiment qu'on y pense. Évidemment, le premier, c'est le fear of missing out. Pression à cause du compteur. J'ai plus que 57 minutes pour faire un choix. Mais surtout, vous l'aurez vu, il y a énormément de produits. Qu'est-ce qui se passe quand il y a trop de produits et qu'on n'a pas beaucoup de temps ? Ou quand juste il y a trop de produits, je pense que vous avez peut-être pu déjà le vivre dans un supermarché, le cerveau il pète un câble et il va au défaut. Et encore une fois, c'est un comportement qui a été étudié avec des confitures dans les supermarchés. Au-delà d'un certain nombre d'items, en fait, les scientifiques sociaux ont observé que les gens ne font plus de choix éclairés en comparant les propriétés de telle confiture. Juste, ils prennent celle qui est la plus saillante et hop, ils s'en vont parce qu'ils en ont marre et ils vont continuer leur journée. Du coup, qu'est-ce qui va se passer sur ce site ? Face à l'abondance de produits et au peu de temps disponible pour faire un choix, on va cliquer sur les éléments saillants qui sont en haut. Donc, on va cliquer sur 2 bas 24 €. Alors, encore une fois, moi, je suis obstinée, donc je n'ai pas cliqué sur 2 bas pour 24 €. Et là, je suis passée en desktop parce que j'en avais marre. Je vous laisse découvrir avec joie le petit compteur, plus que 31 € pour avoir la livraison gratuite. Je vais le laisser de côté parce que je pense que vous avez compris le principe. Et là, du coup, je voudrais attirer votre attention sur deux choses. La première, effectivement, c'est ce bloc-là qui est bien mis en avant. On a bien un gros bouton rouge paiement, un bouton rouge pour PayPal. Et surtout, on a un truc qui là m'a attiré mon attention. Non, je ne souhaite pas profiter des avantages VIP. Alors, qu'est-ce que ça dit le gris sur fond blanc en grammaire du web ? C'est désactivé. C'est pas désactivé, on peut cliquer dessus. Encore une fois, là, le site joue sur nos habitudes cognitives. Et du coup, qu'est-ce que c'est ce fameux truc ? Programme VIP. Donc, je suis allée jusqu'au bout quand même. Elle est là, la réponse. Alors, je vous le mets en gros. Vous êtes en train de vous abonner
vous êtes en train de vous abonner à... donc c'est le système du membership model. Audible le fait. Vous payez X euros par mois et vous avez un crédit à utiliser ensuite sur le site. Alors quand c'est Audible, à la limite, vous êtes prévenu, vous vous engagez, vous payez 12 euros par mois, vous avez droit à 2 audiobooks sur Amazon. Sauf que là, j'ai quand même été jusqu'à rentrer mon adresse et mon numéro de carte bleue avant qu'on me prévienne que j'étais en train de m'abonner à quelque chose qu'elle allait me prélever de 54 euros par mois pour acheter des leggings. Alors, au-delà de l'absurdité de sauf si je suis genre sportive de haut niveau, je vois pas en quoi j'aurais besoin de plusieurs vêtements par mois de sport, parce que j'en ai un, il me fait 2 ans, parce que je vais jamais à la salle. Rapport des abonnés, tout ça. Donc, effectivement, l'explication ici, elle arrive très tard. Alors, en toute transparence, elle était sur le site, il fallait descendre dans le footer tout en bas, c'était en gris foncé sur noir. Et il y avait un lien qui expliquait le programme VIP dès le site, dès l'accueil. On remarquera aussi qu'il y avait une toute petite différence de 5 euros entre ce qui est expliqué à la fin du parcours et ce qui est expliqué sur le site. Et ça, encore une fois, moi j'ai une collègue qui m'a dit ça passe pas au droit de la consommation, ça. Hein. Tu peux pas changer ton prix. Donc, il est possible que ce soit une erreur, il est possible tout simplement que effectivement, ce soit une occasion de se mettre 5 euros de plus dans la poche. Tout ça, ça a des conséquences. La première, c'est la réputation de la marque. Je suis allée voir les avis sur Trustpilot. Il y en a qui les traitent d'arnaqueurs. Il y en a qui disent j'étais pas au courant. Et alors, la première fois que j'ai donné cette conférence, c'était l'année dernière. Il y a quelqu'un qui est venu me voir à la fin qui m'a dit merci parce que je me suis fait avoir et je suis restée abonnée pendant des mois avant de me rendre compte que je m'étais abonnée en fait. J'ai été prélevée plusieurs centaines d'euros. Du coup, évidemment, moi je lui ai demandé, et alors, du coup, il s'est passé quoi après? Parce que moi je suis pas allée jusqu'à mettre mon numéro de carte bleue. Et elle m'a dit que pour se désabonner, c'est un enfer. Il faut appeler un standard, se perdre dans les ramifications de standards téléphoniques dignes de l'URSSAF, et justement pour réussir à dire qu'on veut stopper un prélèvement. Que choisir, on avait fait un article. Hein. Ils se sont fait retoquer à plusieurs reprises, et il y a quelques mois, le hashtag de la marque était banni d'Instagram, qui est leur canal d'acquisition le plus populaire. Alors ce site, il évolue. J'y retourne régulièrement parce que c'est un peu ma petite Madeleine. J'aime bien regarder comment ils essaient de contourner les choses. Maintenant, le bouton abonnement VIP est quand même un petit peu plus visible. Sur la dernière alors, bon, quand même, on a quand même ici une hiérarchie de l'information je te mets un gros bouton en te criant dessus en caps lock en rouge et en dessous, en tout petit, je t'explique c'est quoi l'abonnement VIP. D'ailleurs, je vois pas où est le bouton je veux pas l'abonnement VIP. Bon, voilà, on va dire que c'est du work in progress. Et en fait, ce site-là se prend régulièrement des cartons. La marque, elle a plus de 10 ans maintenant. Donc, il y a des petites évolutions au fur et à mesure sur le site, mais on sent bien que le cœur du business model, c'est de capter une grande masse d'utilisateurs, et une grande masse implique de grandes responsabilités, et de justement les garder quelques mois, et qu'ensuite ces gens-là s'en aillent, et d'en capter d'autres pour les garder quelques mois. Et si vous multipliez ça par le nombre de visites sur le site, ça commence à faire un sacré chiffre d'affaires. Mais alors, comment est-ce qu'on peut faire un peu mieux, du coup ? Un outil que je voulais mettre entre vos mains, parce que c'est une bonne série de vulgarisation, c'est la série Dopamine sur Arte. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est des petites capsules de 10 minutes, des vidéos qui vont venir décortiquer vos applis préférées, Vinted, Uber, LinkedIn, Instagram. D'ailleurs, l'exemple avec le pigeon et les rats vient de cette série-là. Il y en a plein d'autres en fait qui décortiquent et qui vous mettent en lumière vos habitudes cognitives et pourquoi ces plateformes-là les connaissent parfaitement et jouent avec pour vous inciter à rester plus, acheter plus, revenir plus, etc. et vous fidéliser pour vous faire tomber dans certains comportements qui peuvent être extrêmement néfastes. La deuxième ressource que je voulais vous donner, c'était justement ce fameux gros poster de la CNIL à imprimer, à mettre dans son bureau pour se rappeler qu'effectivement, il y a plein de pratiques qui sont néfastes pour les gens. On retrouve les 4 grands piliers: influencer le consentement, créer des frictions à la protection des données, dérouter les gens et inciter au partage de données. Là, dans toutes les slides, vous avez eu plein d'exemples, il y en a plein d'autres. Et justement, j'avais fait un atelier pour faire un espèce de wall of shame de tout ce qu'on pouvait faire. Ou encore une fois, c'est le mode d'emploi pour faire mal, mais c'est autre chose. L'association Designer Éthique, si vous voulez pousser le truc encore plus loin et analyser un site en autonomie, vous met en place une matrice d'évaluation de la captologie, qui est globalement un mot très savant pour dire est-ce que c'est des dark patterns, est-ce que c'est un mauvais site. Enfin, mauvais, encore une fois, ça dépend comment on se place, mais tout simplement, vous avez une liste de questions et c'est à vous d'y répondre et ça vous donne un peu comme un éco-index à la fin, un score de captologie. Donc évidemment, plus c'est élevé, plus ça va dans le rouge, plus le site utilise des dark patterns, des moyens en fait de vous attraper, de vous inciter à partager plus, etc.
On retrouvera d'ailleurs dans cette matrice le vocabulaire du jeu est-il employé. Parce que, encore une fois, si on n'est pas dans l'industrie du jeu, comme si on est Nintendo, je peux comprendre qu'on ait un champ sémantique lié au jeu. Quand on vend des vêtements de sport, je comprends pas bien. Une autre source pour vous, c'est les règles de protection de la vie privée d'Opquest. Alors, Opquest, c'est une boîte qui fait de la qualité web en général, et ils ont une vingtaine de règles sur la protection des vies privées. C'est de là que vient l'exemple qu'une bonne pratique du web, c'est par exemple de permettre aux gens d'acheter avec un compte invité, sans créer de compte. Ou, autre règle qui vous parlera peut-être plus, le désabonnement à un service numérique doit être aussi simple que l'abonnement à un service numérique. Il y a 2-3 exemples, je pense que vous vous rappellerez les fois où vous avez essayé de vous désabonner. Ou alors, comme dans Bref, s'il y a plus de 2 étapes, je reste abonné. Si jamais il y a des designers dans votre équipe qui se posent des questions sur comment concevoir sans dark patterns, ou en tout cas essayer de concevoir en mettant moins, bah justement, vous avez un guide entier. C'est hyper bien vulgarisé. Pour le coup, c'est à l'attention des designers, mais n'importe qui peut le lire. Ça fait une 30aine de pages. Et il y a des exemples en fait de sites qui font les choses pas bien, mais aussi d'alternatives qui fonctionnent. Parce que oui, il est possible de concevoir sans dark patterns, sans interface trompeuse, et pour autant que ça n'impacte pas négativement le chiffre d'affaires. Vous avez aussi un deck de slides de 220 slides et un livre que vous pouvez lire en ligne gratuitement. Alors c'est en anglais, mais justement sur un auteur qui s'est beaucoup intéressé aux interfaces trompeuses. Et il y a plein d'exemples, encore une fois, de choses qui sont mal faites et de comment corriger. Et justement, en disant, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des gens qui sont bien? Bah oui, il y a des bons sites. Il y a des sites en fait, qui ne vous obligent pas à vous inscrire à une newsletter quand vous achetez un truc. Ça fait toujours du bien, on reçoit moins de mails dans sa boîte mail. Encore une fois, c'est lié à une identité de marque qui fait qu'on souhaite moins consommer, moins acheter, moins produire. Vous avez, alors ça c'est un mauvais exemple effectivement de coût caché chez une marque que je ne citerai pas parce que je pense que vous avez reconnu. Et un exemple à l'inverse de la marque concurrente qui vous indique en fait le coût du service et les frais de port dès la page produit. Alors, ils l'ont pas fait par bonté d'âme, hein, ils l'ont fait parce qu'ils se sont fait épingler par Que Choisir il y a 2 ans. Mais ils l'ont fait. Un autre exemple justement dans le cadre de l'assurance habitation, je vous montre les 3 formules d'entrée de jeu. C'est possible. Il faut juste choisir de le faire effectivement. Et d'ailleurs, la formule conseillée est la formule la moins chère. Un exemple pour éviter aussi de tout ce qui est captation et rester captif d'une interface. Alors ça, c'est la chaîne Arte. Moi, j'aime beaucoup que sur l'appli, par défaut, en fait, la vidéo en lecture automatique soit désactivée. Donc ça ne vous lit pas automatiquement la vidéo suivante. Parce que comme ça, vous vous posez vaguement la question de est-ce que je veux mettre l'épisode suivant plutôt que de continuer à rester captif pendant des heures d'une série Netflix dans laquelle vous restez 6 heures alors que vous n'aviez pas regardé un film parce qu'en fait ça durait 2h30, c'était trop long. Pour éviter le scroll infini, encore une fois, je vous parlais d'Instagram et de vous êtes à jour. Les outils de messagerie font ça très bien. Vous avez 5 nouveaux messages non lus, comme ça vous ne remontez pas tout le fil ou vous ne redescendez pas tout le fil. Et alors là, pour faciliter la désinscription d'un site ou un service, eh ben, j'ai pas trouvé. Par contre, j'ai trouvé un site de quelqu'un qui s'est amusé à lister toutes les grandes plateformes et toutes les techniques qu'ils utilisent pour vous créer des frictions à la désinscription. Du coup, c'est rigolo, j'aime bien parcourir ce site. Et ça donne des bons exemples en fait, de tout ce que ces compagnies font mal en fait, pour vous garder, que vous restiez captif des interfaces et des produits, que vous continuiez à dépenser de l'argent, à partager des données et à faire toutes ces choses-là qui enrichissent les grandes compagnies. C'est tout pour moi. Est-ce qu'on a le temps pour des questions? Merci beaucoup en tout cas.